Imaginez-vous remonter le temps 20 ans en arrière et expliquer que Diablo 4 est une vraie déception. Ouais, pas grand monde vous prendrait au sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire, Diablo 2 a été une telle révolution dans l'histoire du RPG que son spectre a hanté toute la décennie 2000, complètement enjambé par la saga, puisque le troisième opus, attendu comme le Messie, sortira 12 ans plus tard. Et pourtant, la quatrième itération de cette saga diabolique n'a pas su convaincre le public malgré le statut de maître étalon du hack and slash que la série possède. Les reproches faits à la dernière mouture de Blizzard sont nombreux, histoire pas palpitante, sentiment de progression au final très faussé, trop peu de prise de risque, la liste est longue. Mais surtout, et ce qui a été perçu comme inexcusable, c'est le trop grand nombre de pouvoirs passifs et un gameplay qui perd ce que les trois précédents opus ont fait de mieux, la nervosité du rythme de jeu et une progression enivrante. Tous ces défauts, on les pensait réservés à toute la ribambelle de RPG cherchant à singer le talent d'orfèvre de Blizzard sur sa saga. J'ai nommé le genre du Diablo-like. Les années 2000 ont permis la multiplication, à l'excès il faut l'avouer, de ces jeux de qualité très variables qui se sont révélés être un magnifique terrain d'expérimentation pour de nombreux studios, proposant des pistes pour faire évoluer cette formule si unique. Si bien que certaines licences ont à leur époque presque su tutoyer le géant Blizzard et dont la popularité, aussi grande qu'éphémère, a su fédérer un large public avant de tomber dans l'indifférence. Et c'est le cas d'une des légendes oubliées les plus illustres du Diablo-like des années 2000, qui a su faire profiter d'avancées technologiques révolutionnaires sans lesquelles le jeu vidéo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Retour sur la série des Dungeon Siege, la saga mythique et fondatrice de Gas Powered Games qui est passée de la gloire à l'oubli. Bienvenue dans XP. Nous sommes en 1995, perdu au plein milieu du Canada, en Colombie-Britannique, et le gars que vous voyez, il s'appelle Chris Taylor. Jeune informaticien de talent et passionné de jeux vidéo, notamment d'arcade, Chris Taylor occupe un petit poste au sein de Distinctive, un studio accouchant d'innombrables jeux de sport sans intérêt, et créé à la chaîne des jeux de baseball. Et le pire dans tout ça, c'est que Chris, il aime même pas le baseball. I sat there at the desk, they're like, what am I gonna do? They're like, you're gonna work on hardball too. I was like, oh shit. Le travail n'est pas passionnant, la routine s'installe et les jours se ressemblent un peu tous. Et c'est un beau jour d'été, qui semble être le même que tous les autres, que Chris Taylor met la main sur un tout nouveau jeu vidéo de stratégie qui va révolutionner sa vie et le décider à prendre les choses en main. Ce jeu, c'est Command & Conquer. C'est un jeu de stratégie en temps réel époustouflant, à la mise en scène épique, léchée, au gameplay nerveux et addictif, et qui fait entrer le jeu de stratégie dans une nouvelle ère. Après avoir touché à cette pépite, Chris Taylor sait qu'il ne peut continuer dans cette voie. Il passe d'innombrables coups de téléphone, démissionne Distinctive, divorce avec sa femme, vend sa maison, sa voiture et fait son sac à dos. Ouais, c'est ce qu'on appelle une belle crise de la trentaine. Et à l'aéroport, Chris Taylor saute dans le premier avion, direction Seattle. Chris Taylor démarre sa nouvelle vie comme game designer au sein de Humongous, un studio fondé par d'anciens de chez LucasArts faire des point and clicks absolument géniaux, et le studio a conscience du talent de cet ambitieux jeune développeur. Chris Taylor, c'est une énorme tronche dans la programmation qui résout des bugs par paquet de 12, et c'est le plus important, il est très fort pour réseauter. Chris Taylor devient le protégé de Ron Gilbert, le patron de Humongous qui décide de créer une division à son studio nommée Cavedog Entertainment et place Chris Taylor à sa tête. Le projet derrière cette fondation crée un jeu de stratégie révolutionnaire à l'instar de Command & Conquer, en faisant entrer la formule dans la troisième dimension. Ce projet s'appellera Total Annihilation et sort en 1997 après un court mais très intense développement. C'est un succès fantastique qui emboîte le pas à Blizzard Entertainment, qui s'embourbe dans le développement compliqué de StarCraft. Acclamé, Total Annihilation se vend à des centaines de milliers d'exemplaires et se voit décerner de très nombreuses récompenses. Chris Taylor a réussi son pari, l'intelligence de son game design, la minutie technique à l'œuvre et le talent de la petite équipe qu'il a su rassembler a finalement porté ses fruits. Une très grosse communauté de fans se forme alors autour du jeu et tout le monde est pendu aux lèvres de Cavedog, impatient de connaître le prochain projet du studio quoi. Et les nouvelles ne se font pas attendre bien longtemps, car pas moins de 5 mois plus tard, Chris Taylor, il se barre. Difficile de connaître les raisons de ce départ soudain, car ni Chris Taylor ni son patron Ron Gilbert n'acceptent d'en parler, même 25 ans après les faits. Bon, ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est qu'il serait question des droits sur Total Annihilation. Ouais, c'est souvent une question de thunes, mêlée aussi à l'envie de Chris Taylor d'élargir son ambition en tant qu'indépendant. Chris Taylor entame donc une troisième vie et décide de rassembler tous ses meilleurs collègues pour fonder près de Seattle un nouveau studio, maintenir et développer l'excellence propre à son travail. Une équipe de monstres de l'informatique est montée, formant une puissante machine
machine à concevoir d'incroyables jeux, une machine avec la puissance d'un moteur à gaz. Le studio se nommera Gas Powered Games. Évidemment, les 30 développeurs que compose le studio à ses débuts sont des experts dans la création de jeux de stratégie en temps réel. Mais soucieux de pas faire trop concurrence à leurs anciens employeurs dont les bureaux sont à quelques kilomètres, ouais, c'est plutôt fair play de leur part, c'est assez rare pour le souligner, Gas Powered Games décide de se rendre plus polyvalent. Bon, il y a aussi que c'était la période où des RTS, il en sortait 10 par jour, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Le premier projet sur lequel le studio décide de travailler sonne alors comme une évidence chez toute l'équipe qui est addicte à un certain jeu sur PC depuis 2 ans. Diablo. Enter if you dare. Blizzard Entertainment semble être, à l'époque, le seul studio à avoir proposé ce renouveau du RPG en rendant la formule la plus accessible possible, pouvant être joué uniquement à la souris, là où les autres RPG demandaient souvent un bac+5 en informatique ou un joli chômage pour comprendre l'inventaire et les fiches perso. D'autant plus, les bruits de couloir se multiplient. L'approche d'un second opus de Diablo serait en production chez Blizzard, alors que la série Ultima se dirige vers ce genre de jeu et qu'un certain Interplay voudrait faire leur propre mouture en adaptant Baldur's Gate aux nouvelles consoles. Je vous renvoie au premier épisode de XP si vous voulez en savoir plus sur Dark Alliance, la version Diablo de Baldur's Gate. Les bases du projet sont posées. Gas Powered Games met en chantier un Diablo-like ayant pour but de dépasser son modèle. Le projet sera d'abord développé sans éditeur, repoussant cette problématique à plus tard, et on lui choisit un titre. Le jeu risque fortement de se dérouler dans tout un tas de donjons. Le plus simple est de l'appeler Dungeon Siege. L'équipe de Chris Taylor analyse alors, comme de bons ingénieurs, les quelques défauts de Diablo. Temps de chargement trop présent, manque d'une gestion d'équipe à la Baldur's Gate, et système de jeu qui gagnerait encore à être simplifié et plus automatisé. Pour commencer, il faut s'attaquer aux soucis d'ordre de l'ingénierie. C'est l'heure de se retrousser les manches et d'inventer de zéro un moteur de jeu maison, comme ça se faisait très souvent à l'époque, ouais. Mais attention, la nuance, on a affaire à Gas Powered Games, de vraies machines de guerre, unies au sein d'une structure d'entreprise très horizontale où tout le monde peut faire entendre sa voix, junior comme senior. Ajoutez à ça les avantages qu'offre un studio de petite taille, notamment dans la prise de décision rapide, et vous obtenez une équipe très efficace. La création du Siege Engine, le moteur de jeu qui servira à la base de Dungeon Siege, est un sacré chantier. L'objectif ultime du moteur est de s'affranchir des temps de chargement, ce qui est une chimère, fin 90. Tout le savoir technique de Gas Powered Games est mis à profit pour faire du Siege Engine un bijou. Brouillard, ombre, effets de particules, intelligence artificielle poussée, système de sauvegarde illimité, caméra virtuelle permettant des zooms interminables. C'est plus qu'un moteur, c'est une usine qui permet de modéliser le monde de Dungeon Siege à base de gros blocs se chargeant dynamiquement et produisant une quantité astronomique de bugs à corriger pour l'équipe. Le souci qui s'est posé, c'est que le jeu, alors à moitié terminé, est une catastrophe en termes d'écriture et d'univers. C'est simple, l'écriture, c'est pas le fort de Chris Taylor, qui a bricolé un univers de fantasy très lambda, que même l'équipe considère comme sans âme. Façon gentille de dire que c'est de la merde. Heureusement, et c'est la principale force de Gas Powered Games, c'est son carnet de contact. Au milieu du développement débarque un certain Neil Halford, un fantastique auteur et scénariste de RPG, qui vient ajouter un peu de vie à son univers pourri en retravaillant, avec la marge qui peut, tous les dialogues, le background, en remplissant tous les creux possibles dans le jeu. Le travail se révèle donc assez frustrant pour Neil Halford, à qui on promet l'écriture d'un roman se situant dans le monde du jeu pour étayer son univers, qu'il veut proche d'une dark fantasy militaire, à la manière de la série de romans La Compagnie Noire de Glenn Cook. Évidemment, et vous vous en doutez, le projet est ultra ambitieux, en particulier vis-à-vis de la taille du studio. Chris Taylor en demande énormément à ses équipes, qui multiplient les journées de 12 à 14 heures dès le début du développement. Chaque développeur se voit confier des pans entiers du jeu et on leur délègue une confiance absolue, mais en échange d'une énorme masse de travail à abattre. Et puis, à mesure que le jeu entre dans sa phase finale, se pose une question. Qui acceptera bien d'éditer ce truc? Parce que le développement devait à l'origine durer 2 ans, mais clairement c'est infaisable vu l'échelle du jeu. Et bien, contre toute attente, et c'est ce qui surprend bien le studio, c'est que les éditeurs se bousculent au portillon pour acquérir le titre. Sans doute les sorties imminentes de Diablo 2 et Dark Alliance, si vous voulez mon avis. Puisqu'il s'agit d'une expérience strictement pensée sur PC, Chris Taylor approche Microsoft en l'an 2000, l'éditeur est assez emballé par l'idée d'agrandir son catalogue avec Dungeon Siege, mais fait couler de grosses sueurs froides au studio quand il émet l'idée de porter le jeu sur la nouvelle Xbox. Ouais, clairement ça aurait été l'horreur à réaliser, et heureusement, l'idée a vite été mise sous le tapis. Objectif de vente, 1 million de copies pour être rentable. It was silly, so we were shooting for 100 and we ended up getting to, and what we failed to really understand is the economics of game development. You know, our budget was okay, but it was not the budget of our products we were competing against. What happens is the quality of the experience gets thin.
and you start to phone it in a little bit on some of the levels because there's just not enough time to do it right. Le jeu bénéficie de 2 ans de développement supplémentaire pour de gros peaufinages, ajouter un mode multijoueur et inclure un éditeur de cartes pour pousser les joueurs à créer des modes, outils dont la création a quand même coûté 20% du budget total du développement. Après 3 ans et 8 mois de travail, c'est le 5 avril 2002 que Dungeon Siege est publié. Vanquish your foes, avenge the tyranny, and fight for glory with every last ounce of courage. That is your quest when you enter Dungeon Siege. Nous nous trouvons au cœur du royaume d'Eb, dans le monde d'Heroic Fantasy de Arana, où notre héros, un fermier, c'est son seul trait de caractère, voit son village être ravagé par des Krugs. C'est comme des orques, mais ouais, c'est juste des orques. Une seule solution, la vengeance, et accessoirement le massacre de tous ceux qui croisent notre chemin, insectes et sangliers inclus. On rejoint la ville de Stonebridge avec tout un tas de compagnons, et on est envoyé contacter la 10e Légion, les seuls guerriers capables de repousser l'invasion des Krugs. Krugs, comment ça se dit? Et aller chercher la 10e Légion, ça va vous prendre un sacré paquet de temps, et préparez-vous à traverser des dizaines de biomes, peuplés de créatures toutes plus aléatoires les unes que les autres. Il est trop mignon. Bon, on se rend compte que l'invasion est similaire à celle ayant détruit l'ancien empire régnant avant sur Arana, et notre armée de personnages va récupérer dans une forteresse du stuff légendaire pour combattre la source de l'invasion. Gros combat très difficile malgré le gros loot, et une fois que le boss final est vaincu et après 30 heures de jeu... Faites des secs. La paix revint dans le royaume. Non mais on se fout de ma gueule? Comment vous dire que je suis tombé d'assez haut quand j'ai joué à Dungeon Siege il y a quelques années? Il faut dire, la semaine avant mon acquisition du jeu, j'avais chiné dans un vide-grenier un certain Warcraft 3, qui, coïncidence marrante, navrante plutôt, était sorti 3 mois après. Ouais, au bout d'à peine 2 heures de jeu, le titre de Gas Power Games s'est retrouvé soigneusement rangé dans mon étagère pour les 10 années suivantes. Dungeon Siege, premier du nom, n'a pas vraiment bien vieilli. Même avec toute la bonne volonté du monde et en faisant fi de mes standards actuels, ouais, c'était un calvaire d'atteindre la fin du jeu, surtout si c'est pour se taper du texte blanc sur fond noir, non mais merde! Désolé, c'est que le principal reproche qu'on peut faire à Dungeon Siege, c'est son rythme et sa durée de vie. Si c'était un excellent argument de vente à l'époque, les 30 à 40 heures nécessaires pour finir le jeu ne sont là que pour faire jaser la presse. Les zones effroyablement grandes avec la densité de population du Groenland, une absence totale et cruelle de voyages rapides, des personnages relativement lents et une quantité astronomique d'ennemis dans les donjons, dont un tas de sacs à PV. C'est un défaut commun à un paquet de Diablo-like après la sortie de Diablo 2 à l'époque, et Dungeon Siege est particulièrement ennuyeux. En même temps, avec un univers d'Heroic Fantasy aussi générique, une histoire aussi simpliste, et surtout, et ce qui est le plus impardonnable, une direction artistique aussi morne, ça rend pas le jeu très excitant. Enfin, si vous aimez le nuancier de couleurs marron caca et vert vomi, c'est à votre guise. Et surtout, et pour un RPG ça la fout mal, vous verrez, c'est l'implication du joueur proche de zéro. La création de personnages est uniquement esthétique, et sa progression est parfaitement automatique. Impossible de modifier les stats manuellement. Aucun autre type d'attaque n'existe que la frappe simple à base de clic gauche, et il n'y a aucune tactique particulièrement poussée de son groupe et de son personnage. Tout ce sur quoi le joueur a finalement une influence, c'est le choix de l'équipement, de l'ennemi à cibler, et encore, dès qu'il y en a trop, c'est le bordel, et les potions à boire. Ouais, ça fait pas lourd. La pause tactique à la Baldur's, super idée à l'origine, ne fait que souligner ce défaut. On met pause pour peaufiner une tactique, et 90% du temps, on finit simplement par cliquer sur l'ennemi, faute d'instructions à donner au groupe. De plus, le personnage suit une progression en fonction de la manière de jouer. Par exemple, utiliser un arc augmente la dextérité, c'est comme dans Fable et Elder Scrolls. Sauf que là, c'est trop automatisé. La seule impression que ça m'a donné, c'est que le jeu jouait tout seul, et que je n'étais là que pour faire avancer l'histoire, sans vraiment être récompensé par de beaux visuels, ou un bon scénar. Enfin, c'est quand même le minimum que je demande, merde. Tout ça rend le jeu proche d'une sorte de RTS sans construction, sans armée, sans tactique. Bref, comme si on avait affaire à un mauvais mode pour Warcraft 3, parce que ouais, j'ai joué à de meilleures maps de fans avec ce gameplay. Bah, y en a qui se souviennent des modes Footmen dans le multi, j'ai dû y passer des milliers d'heures. Bon, j'ai conscience d'être un peu dur avec le jeu, surtout qu'un paquet de fonctionnalités sont vraiment intéressantes. Déjà, l'absence totale de temps de chargement, pour un jeu de 2002, c'est une prouesse technique phénoménale. Entrer dans un donjon directement depuis la nature et sans maquillage, comme avec un ascenseur, ça rend le monde tangible, cohérent, et c'est un vrai appel à l'aventure. Et puis, c'est des paysans, on est un individu lambda, en constante exploration, isolé dans un monde qui vous dépasse, dans cette ambiance morose. Ça fait son petit effet, ouais, mais petit. Hein. Ajoutez que votre personnage peut parfaitement mourir, et tant qu'il vous reste des compagnons, qui peuvent être vraiment nombreux, et bah, le jeu continue. L'épopée s'écrit d'elle-même, elle émerge, et c'est quelque chose de très sympa. Aussi, j'imagine bien que, comme absolument tous les Diablo
Diablo-like avec une coop. Parcourir Dungeon Siege en multi, c'est un vrai kiff, même sans l'avoir essayé. Ah, et on peut acheter une mule pour stocker le loot. L'idée est cool et plutôt bien implémentée. En même temps, le loot, c'est la seule mécanique du jeu, encore heureux que ça marche. Et puis, la musique du jeu, c'est du caviar pour les oreilles. Jeremy Soule est à l'œuvre et au sommet de sa forme de compositeur. Franchement, c'est à écouter et réécouter, en particulier le thème principal. Bref, Dungeon Siege, c'est une expérience personnellement assez décevante. Trop simpliste et peu inspirée pour être un Diablo-like marquant, trop générique et dénué de scénario pour être un bon RPG, et trop peu tactique et pauvre pour être un bon RTS. Pour une vraie expérience à mi-chemin entre RPG et RTS, je vous recommande plutôt Spellforce ou Warlords Battlecry, dont le mélange me paraît un peu plus réussi, et ce déjà à l'époque. Reste que Dungeon Siege a fait partie des Diablo-like à avoir tenté d'amener ce genre à d'autres horizons, notamment celui qui mènera à Dota et à League of Legends, avec ce mix de RPG et jeux stratégie. Il est bourré d'innovations techniques et son gameplay assez émergent fait de ce titre une petite madeleine, à défaut d'être la belle pièce montée qu'il était censé devenir. La sortie de Dungeon Siege est un vrai succès. Du côté de la critique et des joueurs, c'est en carton plein. Et c'est bien normal, la prouesse technique et la quantité de contenu sont là, permettant au jeu d'écoper d'excellentes notes. Commercialement, c'est 1,7 million de copies vendues. Gas Powered Games remplissant ainsi tout juste ses objectifs, même si l'éditeur espérait casser un peu plus la baraque. En même temps, 2002, c'était une sacrée année entre la sortie de l'immense et immersif Morrowind, côté Bethesda, et du richissime et communautaire Neverwinter Nights, côté BioWare. Évidemment, je vous renvoie à mon épisode consacré à BioWare et à cette saga. Gas Powered Games fournit alors plein d'outils et met en avant les créations de la communauté de modeurs sur l'éditeur de cartes. Par la suite, le studio fait appel à de bons amis et collègues créateurs de RTS, j'ai nommé Matt Doc Software, futur Rockstar New England et créateur de l'excellente série des Empire Earth, que je vous recommande chaudement. Le studio est mandaté sur le développement d'une grosse extension nommée Legends of Arana, publiée en 2003. Celle-ci introduit de nouveaux environnements, adversaires, équipements et surtout l'apparition de téléporteurs permettant de voyager à travers la map. Oh putain, mais Dieu merci. Rapidement, Gas Powered Games profite de ce temps gagné pour travailler sur une suite, avec comme objectif d'améliorer tous les points faibles de Dungeon Siege. D'abord, le focus est mis sur l'histoire et l'écriture des personnages et des dialogues. Ouais, garder un background aussi pauvre après Neverwinter Nights, ça serait franchement dommage. C'est d'ailleurs le lot de pas mal de second opus de RPG, utilisant un moteur maison, à l'instar de Baldur's Gate 2, Fallout 2, Gothic 2, etc. Le premier opus débroussaille la technique, permettant à la suite de se concentrer sur l'essentiel, l'écriture et le game design. Pas mal de modifications sont entreprises par les développeurs, notamment la réduction du nombre de compagnons, passant de 8 à 4 personnages, tout comme une refonte totale de l'interface et l'intégration d'un système moins linéaire et automatisé. Le Siege Engine est évidemment conservé et amélioré pour le mettre au goût du jour. Il en va de même pour l'intelligence artificielle, l'ajout de ramifications dans les dialogues et en ouvrant les possibilités tactiques lors des combats. Chris Taylor lâche son rôle de game designer pour endosser un rôle de producteur, bien qu'il reste au sommet des décisions dans son propre studio, qui compte désormais une cinquantaine d'employés. Alors j'ai beau chercher, mais il n'y a pas beaucoup d'infos sur le développement. On va se dire, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Finalement, après un petit report et beaucoup de boulot, Dungeon Siege 2 est publié le 16 août 2005. Dungeon Siege 2 démarre cette fois avec une vraie création de personnage, où vous aurez le choix d'incarner un homme, une femme, un elfe, une dryade ou un demi-géant. Vous commencez en tant que mercenaire qui bosse pour un gentil patron. Et au terme d'une grosse bataille, on est trahi par son chef, qui tue notre meilleur pote et on est fait prisonnier par les dryades que nous étions à l'origine venus massacrer. Je vous dis que vous faites une erreur! S'ensuit tout un parcours pour prouver notre valeur à cette bande de naturopathes et se lance une enquête sur la mystérieuse infection à l'œuvre dans la région, rendant les habitants agressifs. On se rend compte que cette peste est répandue par un artefact possédé par notre ancien chef et que pour le briser et ainsi mettre fin à la malédiction, il va falloir reconstruire le bouclier qui a permis d'y mettre un terme il y a plusieurs siècles. C'est pas la 12e fois dans cette émission que l'intrigue est à base de fragments à rassembler? Une fois le bouclier reconstruit, on lance un assaut final contre notre ancien chef et on brise son épée. Fin du jeu. Générique. Si j'avais fait Dungeon Siege 1 et 3 il y a quelques années, j'étais complètement passé à côté de ce Dungeon Siege 2 que j'ai découvert pour les besoins de cette vidéo. Et croyez-moi, quelle découverte! Dungeon Siege 2 est un très bon Diablo-like dans la continuité du premier opus et qui améliore tous ses points forts. On reste évidemment dans le même univers qu'on agrémente d'une direction artistique plus colorée avec des chara-design proches de la patte de Blizzard, Warcraft 3 en tête. Ouais, on peut
dire que parfois ça frôle même un peu le plagiat. Le nombre de compagnons est certes réduit, mais les possibilités tactiques sont démultipliées et la composante RPG prend ici tout son sens, grâce à l'arbre de compétences qui progresse en fonction de la manière de jouer. Ouais, j'ai enfin un peu plus l'impression d'être le joueur, et c'est pas trop tôt. Aussi, le focus est mis sur le scénario et l'univers. On sent que ça ne cherche pas à nouveau la révolution technique, mais fait profiter d'un world design poussé, d'environnements plus peuplés, d'une progression plus satisfaisante, avec un peu plus d'emprunt à Diablo, notamment la rareté colorée d'un loot qui foisonne. Avant tout, on profite d'un scénario qui a, et c'est pas trop tôt, enfin un peu d'ampleur. Alors, je vous l'accorde, on n'est pas sur l'histoire de la décennie, ça reste plutôt convenu, et la direction artistique est toujours coincée dans la banalité de son univers d'Heroic Fantasy. Mais les scénaristes proposent des trucs assez cool, commencer comme fantassin dans l'armée des méchants, et devoir faire ses preuves pour prouver sa bonne volonté, tout en laissant parfois du choix dans les dialogues pour résoudre des situations. Bon, ça n'a ni la richesse d'un Baldur's, ni la finition gothique d'un Diablo, mais le pari de Dungeon Siege 2 de proposer mieux qu'un porte-monstre trésor, et allez, réussi. Ça passe aussi par la mise en scène et les mouvements de caméra hérités des campagnes de jeux de stratégie que le studio connaît si bien. Ça me rappelle les campagnes d'Age of Mythology et les somptueuses missions de Warcraft 3. Je trouve que c'est simple et efficace. Et puis, pour rester dans la Madeleine, les ennemis qui se font démembrer dans une explosion par une petite flèche, c'est vraiment les RTS de 2005 aussi, bon, j'adore. Aussi, encore une fois, la musique, encore signée par Jeremy Saul, qui reprend les thèmes du premier jeu, ajoutant une tonalité plus martiale, moi j'en reprends au dessert tous les jours. L'absence de temps de chargement fluidifie énormément le jeu, les graphismes sont très beaux et les missions sont extrêmement bien rythmées, même si le jeu reste assez long. Ouais, c'est interminable, c'est vrai. Soyez conscient de la nature du jeu, c'est pas très fin, vous allez cliquer partout pendant des heures avec une difficulté pas bien haute, et le sentiment de solitude dans un monde immense laisse place à une histoire un peu plus sur des rails. D'ailleurs c'est marrant, Dungeon Siege 1 et 2, bien qu'il n'y ait pas un réel gap technique entre les deux, ont une philosophie de game design si différente qu'on a d'abord du mal à saisir la filiation. Je sais pas si j'arrive à mettre les mots dessus, mais ce sont deux propositions Diablo-like, munies de la même base technologique, mais proposant deux visions du genre, cristallisant chacun un peu leur époque, le début et le milieu des années 2000. En 2023, vous vous en doutez, la formule a vieilli, même si je trouve que Dungeon Siege 2 a de bonnes intuitions sur les fonctionnalités qui deviendront le propre du MOBA et par exemple de Path of Exile. Bon, vu son prix, je pense que c'est un Diablo-like à essayer ne serait-ce qu'une seule fois. C'est une petite pépite des RPG des années 2000 et l'épisode de Dungeon Siege que je vous recommande le plus de cette rétrospective. Dungeon Siege 2 reçoit un bon accueil général. Encore une fois, le jeu souffre de la comparaison avec d'autres gros titres sortis dans la même période. Graphiquement, c'est compliqué de passer derrière Fable, et en termes de Diablo-like, eh bien un certain Sacred vient de marquer durablement les esprits. Ça vous dirait pas un petit épisode sur la saga Sacred d'ailleurs ? Quoi qu'il en soit, même si c'est compliqué de trouver les chiffres de cette pépite oubliée, Dungeon Siege 2 semble avoir été un succès commercial, et un an après sa sortie, le contrat affiliant Gas Powered Games et Microsoft se clôt. L'éditeur 2K saute sur l'occasion pour racheter les droits de la licence Dungeon Siege, ce qui permet au studio d'annoncer une extension pour Dungeon Siege 2 ainsi qu'un jeu standalone pour la PSP de Sony. L'extension, développée dans la foulée du second opus, prend le nom de Broken Worlds, concluant la campagne principale et en profite pour ajouter 2 classes de personnages, des nouveaux compagnons et animaux, ainsi que de nombreux autres pouvoirs. L'extension est accueillie dans une certaine indifférence, en même temps elle révolutionne pas grand chose, mais elle a le mérite de prolonger de quelques heures le plaisir sur ce second opus. Le jeu PSP quant à lui prend le nom de Dungeon Siege Throne of Agony. Le projet a pris ses racines dans l'idée mise sous le tapis par Microsoft d'adapter la licence aux consoles. Souvenez-vous, Gas Powered Games n'est pas très chaud à l'idée de réaliser ce portage de seconde zone, trop occupé à développer un nouveau jeu de stratégie avec THQ. Throne of Agony est donc confié au tout jeune studio californien Supervillain Studio, fondé par des anciens de Neversoft, vous savez, les gars derrière Tony Hawk. Ce petit jeu sort en 2006 et c'est une assez bonne surprise. Un feeling à la Dark Alliance ou Champion of Norrath, très arcade, un plutôt bon Diablo-like, pas très fin mais assez fun, que je vous conseille chaudement. En parallèle, le jeu de stratégie développé par Gas Powered Games pour THQ est publié, et ce n'est d'autre que l'immense Supreme Commander, l'un des tout meilleurs RTS de l'histoire, et un digne héritier au bébé de Chris Taylor, Total Annihilation. Ah oui, attendez, c'est ma partie préférée là, faut faire une parenthèse. En 2004, Chris Taylor n'a pas touché $1 de droits d'auteur avec Dungeon Siege, dû à la nature du contrat conclu avec Microsoft. Ainsi, il a décidé de vendre les droits d'exploitation de la licence à un producteur allemand de cinéma, un homme habitué dans l'adaptation de jeux vidéo. Vous savez qui c'est ? Vous savez. Who is it? Who? It's okay. No. Oh my god! Oh my god!
Uwe Boll et sa société Boll Keiji s'est fait la spécialité d'acheter des kilomètres de licences de jeux vidéo depuis le début des années 2000 et d'en faire des étrons cinématographiques, épongeant ses échecs commerciaux grâce au système de financement de l'audiovisuel allemand. Le bonhomme a déjà sévi avec Far Cry, Alone in the Dark, House of the Dead et Blood Rain, alors pourquoi pas Dungeon Siege, allez vas-y. Surtout si on peut surfer sur le succès du Seigneur des Anneaux. La différence avec ses autres productions, c'est qu'il bénéficie du plus gros budget de sa carrière, à savoir 60 millions de dollars. Je comprends toujours pas comment ça se fait. Une sortie sur grand écran, des acteurs célèbres comme Jason Statham, Ray Liotta, Ron Perlman et John Rhys Davies, et même la présence d'un scénariste avec une petite carrière derrière lui. Le film prend le nom de In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale ou King Rising en VF. Le résultat, je l'ai vu avec un pote et oh là 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 là. Il y a trop de personnages. Je comprends rien. Alors la forêt est aussi moche que dans le jeu. Bah oui, bien sûr, les catapultes et les balistes en forêt. Ah non mais là c'est n'importe quoi. Il faut lui donner un Oscar là. Et putain. Ouais. Bon, ça c'est fait. Si on en revient à Gas Powered Games, c'est le début de la lente et inexorable chute de ce géant du RPG et du RTS. Tout commence avec un deal signé avec l'éditeur Sega, à qui Gas Powered Games propose un successeur spirituel à Dungeon Siege se déroulant dans le futur, avec tout un tas de mécaniques propres à ce nouvel univers. Le projet est baptisé Space Siege. Enivrant, hein. Le problème, le temps. Gas Powered Games a considéré au moment de signer le contrat que leur expérience sur la licence ainsi que leur passion à l'idée de faire un jeu futuriste pallierait à un cycle de développement très court et un budget ridicule. Le studio s'est donc engagé à réaliser Space Siege en une poignée de mois, ce qui a résulté sur un ratage lamentable. Alors, j'y ai jamais joué, le jeu n'est disponible sur aucune plateforme, et franchement, il donne pas très envie. Ça a l'air mou, pauvre, je vois venir les bugs à 10 km, et le gameplay ressemble à un genre de Brotherhood of Steel, rien de très engageant. Si vous avez mis la main dessus, manifestez-vous en commentaire, je vous laisse le feedback. Au moment de cet échec, ainsi que l'accueil mitigé de Demigod, leur projet de MOBA édité par Atari, Gas Powered Games était au travail sur Dungeon Siege 3, qui était conçu à peu près de la même manière que Space Siege. Un gameplay ultra simplifié, plus aucune race, plus aucune classe, plus aucun compagnon. Ouais, tout ça n'augurait rien de bon. Le studio entre donc dans une énorme période d'incertitude, mêlée à la crise économique de 2008 qui fait bien mal. Et cela débouchera au final sur un rachat salvateur. Et l'éditeur à l'origine de ce rachat, c'est Square Enix. Ouais, pour celles et ceux qui se rendent pas compte, surtout à l'époque, c'est comme si Capcom rachetait l'Ariane Studios, hein. Le mélange des genres quoi. Bon, vous le comprenez bien, et surtout si vous connaissez un peu l'histoire de la firme japonaise, en 2008, l'éditeur tente de se diversifier, toucher le marché occidental, comme ils l'ont fructueusement fait avec Deus Ex, et propose avec le rachat un plan, permettre à Gas Powered Games de se concentrer sur un Supreme Commander 2, et transférer Dungeon Siege 3 à un développeur tiers, qui n'est autre que Obsidian Entertainment. Oh shit, here we go again. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Oui bon, c'est un peu le bordel, j'en conviens, mais je vous la fais courte du coup. Bon, déjà pour en savoir un peu plus sur les origines et l'histoire de Obsidian, je vous renvoie à ma vidéo sur KOTOR 2, ça m'évitera de résumer tout ça. En gros, à ce moment-là, Obsidian traverse une sacrée crise. Si pratiquement tous les jeux qu'ils ont développés jusque-là ont été des succès d'estime, KOTOR 2, Neverwinter Nights 2 et surtout Fallout New Vegas, les éditeurs voient surtout que chacun de ces jeux est sorti dans un état technique déplorable. Obsidian n'a donc pas la confiance des éditeurs et sont à la recherche d'un projet qu'ils feraient avec sérieux pour prouver leurs compétences techniques. Ainsi, ils élaborent en interne le plus solide moteur de jeu possible, qui est baptisé le Onyx Engine. Obsidian ne fait pas ça dans le vent non plus. Le moteur sert à être l'argument principal avancé à l'éditeur Atari, propriétaire de la licence D&D, pour signer le projet Baldur's Gate 3. Le contrat est prêt, Atari n'a plus qu'à signer et... Ouais, grosse faillite. Bon, Obsidian se ressaisit, reprend son moteur sous le bras, approche Sega, décroche le projet d'un RPG dans l'univers de Alien, il est baptisé Alien Crucible, le game designer de New Vegas à sa tête, le jeu est décrit comme un Mass Effect horrifique, un prototype entier est terminé... Sega annule le projet. Ouais, ils ont préféré prioriser leur RPG d'espionnage Alpha Protocol, qui sera une petite déception critique. Un dernier coup de fil finira par s'avérer fructueux, et c'est celui de Square Enix qui propose à Obsidian de récupérer Dungeon Siege 3. La condition, faire un jeu solide dépourvu de bugs, et surtout adapter la formule pour qu'il soit entièrement jouable sur console. Choisir Obsidian, c'est pas si déconnant, ce sont des vétérans du CRPG, beaucoup de développeurs sont ceux ayant travaillé sur le Diablo-like Dark Alliance 2, bref, c'est plutôt malin de la part de Square Enix. Le temps de développement est très serré, à peine une dizaine de mois, et Obsidian doit, une fois de plus, coordonner artistes, designers et programmeurs
programmeurs le plus efficacement possible, car cette fois-ci, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le jeu doit sortir sans bug, sinon c'en est fini de Obsidian, qui perdra toute crédibilité aux yeux de l'industrie. L'ambition est ainsi modérée au maximum. Au lieu d'un monde ouvert, les designers ont ordre de faire des couloirs propres. Au lieu des multiples races et classes jouables, les artistes ont ordre de se concentrer sur seulement 4 persos déjà prêts. Et au lieu du gameplay émergent, les programmeurs ont ordre de le rendre plus fluide et sans imperfection. Le choix des têtes du projet est d'ailleurs sans équivoque. Le directeur créatif est Richard Taylor, un technicien vétéran d'Obsidian qui endosse également le rôle de programmeur en chef, épaulé de Darren Monahan, le responsable technologique au studio depuis KOTOR 2. Heureusement, le studio peut s'appuyer sur la solidité du Onyx Engine et les développeurs prennent le projet avec beaucoup d'enthousiasme. Faire un jeu d'action pour console, ça rappelle de bons souvenirs aux vieux de la vieille qui sont fiers de leur travail, même s'ils ont conscience d'être assez loin de la formule Dungeon Siege qui est impossible à respecter dans ces conditions. It was a cool experience going from Aliens going to Dungeon Siege. The first about year of Dungeon Siege was some of my favorite times working, just because we were just jamming, we were really refreshed, we were able to redo and refactor a lot of stuff in Onyx, and that was our focus in the early days of Dungeon Siege, was just let's build a fun thing that we just have fun working on and fun playing. Chris Taylor n'est pas beaucoup impliqué dans ce troisième opus et n'occupe qu'un poste de consultant, mais sans pouvoir décisionnel. L'équipe travaillant sur Dungeon Siege 3 est relativement réduite et travaille d'arrache-pied sur ce projet, celui qui pourrait sauver Obsidian. C'est ainsi que le 17 juin 2011, Dungeon Siege 3 est publié. « 150 ans après la fin du premier Dungeon Siege, le monde de Arana a bien évolué. À la manière de Fable 3, faut croire que c'est récurrent dans les fins de trilogie. Le monde s'est militarisé et les armes à feu ont fait leur apparition, plongeant le banal univers d'Heroic Fantasy dans un monde steampunk tout aussi générique. On nous inflige un long PowerPoint pour nous expliquer, à la manière de la plus chiante des intros de films de fantasy, toutes les évolutions du monde et des dynasties. Retenez juste que c'est la guerre civile entre une reine illégitime et les anciennes forces armées qui sont nos copains. On choisit donc son personnage entre le guerrier mort à l'intérieur, le mage des rouages, la flingueuse très fière de son nombril et la meuf qui brûle. Puis on subit l'attaque de son manoir pillé par des mercenaires de la reine illégitime. Notre mission, rassembler les forces de la 10e Légion, pour lever une rébellion contre la reine. On retourne à Stonebridge pour rassembler du soutien politique en choisissant soigneusement qui mettre de son côté et qui trahir. L'assaut se déroule, on se rend compte que la reine était une créature tout sauf humaine qu'on tue sans trop de difficultés et pour nous récompenser des 10 petites heures d'effort, un nouveau PowerPoint avant le générique. Pas facile d'aborder Dungeon Siege 3 dans cette rétrospective. Plus précisément, le jeu n'a pas grand chose à voir avec ses deux prédécesseurs, que ce soit en termes de gameplay, de public cible, et même de choix esthétiques. Le monde ouvert explorable dans de larges zones, ici vous vous contenterez de maigres couloirs très dirigistes. L'esthétique et l'univers d'Heroic Fantasy et de CRPG occidental place à une touche steampunk pas très aboutie. En vrai, le passage d'un Diablo-like sur PC à un action RPG très light, orienté console, a créé de trop grandes différences en termes de philosophie de game design. Et ajouter à ça le délai de développement rikiki, ça rend Dungeon Siege 3 un titre incomparable aux deux autres opus. Bon, déjà si vous comptez jouer à ce troisième épisode d'une des plus grandes licences du jeu de rôle sur ordinateur, eh ben bon courage, les commandes ne sont simplement pas adaptées. L'interface est une atrocité et la maniabilité des personnages prend un sacré coup dans la gueule. À la manette c'est évidemment beaucoup mieux et j'ai dû dépoussiérer ma PlayStation 3 pour en profiter un peu. Le gameplay varie d'ailleurs beaucoup en fonction du personnage que vous choisissez. Ils sont au nombre considérable de 4, chacun possédant 2 attaques et au moins une dizaine de pouvoirs différents. Ouais, c'est assez maigre et surtout leur efficacité est très variable. J'ai fait ma run avec Katarina. C'est un plagiat de League of Legends, vous avez raison de le penser. Et son gameplay à base de pistolets et de mousquets. C'est juste pas très efficace, très mou, et les pouvoirs n'aident pas trop à la rendre fun à jouer, au contraire de Lucas qui a l'air d'avoir bénéficié de beaucoup plus de soins. Ouais, le gros souci de Dungeon Siege 3, encore une fois, et en dehors de toute appartenance avec sa licence, c'est le feeling manette en main. Vraiment, les animations sont tristes, tout est beaucoup trop lent, et on a l'impression de jouer à un Dark Alliance sous Xanax en 2011. Alors que Diablo 3 pointe le bout de son nez. Les mécaniques sont poussiéreuses, et si ça aurait pu passer avec une bonne interface et un univers chouette, ici on en est assez loin, dommage. Et puis, oh non, pas la merdouille qui brille, non mais faut être sérieux là, le level design est composé de couloirs ultra dirigistes, franchement on avait besoin de polluer mon écran avec ça? Bon, au moins ici, contrairement à Fable 2 et 3, on doit appuyer sur un bouton pour l'activer, c'est déjà ça. Et c'est vraiment dommage, car on sent que ça reste Obsidian qui a les clés du navire. Déjà, l'accent mis sur l'histoire, pas le point fort de la licence jusqu'ici, et même si ça reste très convenu, au moins ça c'est écrire des dialogues, donner à l'univers une identité visuelle, et ajouter des mécaniques de jeu pour essayer autre chose qu'un bête tabassage de monstres. Par exemple, il y a un système d'influence sur les compagnons à la KOTOR et Dragon Age. Voilà, et il est là,
Par contre, je sais toujours pas à quoi il sert. Pareil pour la roue des dialogues à la Mass Effect et le poids qu'ont nos décisions sur la fin du jeu. Et les développeurs savent rendre ça engageant. Aussi, y a pas à dire, mais il y a de vrais artistes chez Obsidian. Les décors sont vraiment beaux et colorés, les designs d'ennemis sont intéressants, même si les patterns sont pas extravagants. J'avance, je frappe, je recule. Putain, avec ça... Ah, et puis c'est la force du Diablo-like, à partir du moment où on est plusieurs, ça peut que être fun, et Dungeon Siege 3 n'échappe pas à la règle, c'est 15 petites heures sympas à passer ensemble. Quoique bon, le multi a des trucs bizarres, comme un inventaire commun aux 2 joueurs, sympa quand ton pote vend tout chez le marchand, ou une caméra très restrictive. Bon, n'empêche, le savoir-faire est là, clairement, mais il est sous-exploité et ça transpire dans tout le jeu. À la différence que, contrairement à Alpha Protocol, notre RPG bâclé de Obsidian sorti à la même période, Dungeon Siege 3 respire le projet de commande sans âme. Du coup, on se raccroche à ce qu'on peut. La musique est sympa, c'est pas les partitions brillantes de Jeremy Saul, mais le compositeur s'en sort plutôt bien. Dommage que le thème principal ne soit pas conservé. La VF est une réussite, surtout quand la narration est faite par le comédien des Orques d'Oblivion. Il y a encore un espoir de réunir nos forces. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ça pallie un peu au balai dans le derrière de la totalité des PNJ qui n'aident pas franchement à l'immersion. En bref, Obsidian Entertainment était un bon choix pour succéder à Gas Powered Games, j'en suis toujours persuadé, et le studio aurait pu accoucher d'un très bon Diablo-like si les conditions avaient été meilleures, comme souvent avec Obsidian. En l'état, le jeu manque d'une vraie identité, et c'est un opus malheureusement très dispensable, autant pour un fan du travail d'Obsidian que pour ce qu'il apporte à la saga Dungeon Siege. Dungeon Siege 3 bénéficie d'un accueil en demi-teinte. Si on lui reconnaît de beaux graphismes, c'est du côté des fans historiques de Dungeon Siege que la pilule a du mal à passer, car le changement de formule est beaucoup trop radical. Obsidian a cependant réussi son pari, le jeu est techniquement nickel, et le studio sort dans l'indifférence totale un DLC nommé Treasure of the Sun qui prolonge le titre de quelques heures. Ce succès leur permettra de décrocher par la suite chez Ubisoft la licence South Park, développer un RPG aussi formidable que crétin. Du côté de Gas Powered Games, ça devient vraiment critique. La même année, Chris Taylor récupère du studio Robot Entertainment la patate chaude de Age of Empires Online, un MMO de stratégie censé être un free-to-play excessivement décevant. Sorti en 2011, le jeu ferme ses portes Ah ouais. Puis c'est au tour d'un nouveau jeu de stratégie d'entrer en développement, Kings and Castle, censé être la version médiévale de Supreme Commander, qui s'embourbe dans un enfer de développement. Car ouais, ça devient le chaos au sein du studio qui n'a plus $1 dans les caisses. L'échec de Age of Empires Online a entraîné l'annulation de 2 projets chez Microsoft, et Square Enix, également déçu du faible Supreme Commander 2, annule également un projet avec le studio, entraînant de nombreux licenciements. Chris Taylor voit alors sa vie et son entreprise s'écrouler devant ses yeux et entre dans une sévère dépression nerveuse. En 2013, Gas Powered Games tente le tout pour le tout et lance, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, un énorme Kickstarter. Le projet Wildman, un jeu de stratégie en temps réel révolutionnaire mêlant RPG et tactique, en gros une sorte de Dota préhistorique. L'objectif est de 1,1 million d'euros, mais le destin est cruel, le crowdfunding sera leur ultime échec. Le projet n'a pas su emballer les fans, sans doute voulait-il un total annihilation, sans doute un Supreme Commander, sans doute un Dungeon Siege, qui sait. Surtout qu'en parallèle, Obsidian Entertainment a su anticiper le renouveau du CRPG en proposant leur projet de jeu de rôle isométrique, précurseur d'une nouvelle ère, Pillars of Eternity. Chris Taylor n'a le choix que de revendre sa société à un studio ami, Wargaming, qui absorbera le studio. Chris Taylor, quant à lui, quitte son studio et annonce vouloir se lancer en indépendant, développer des jeux de stratégie à petite échelle. Aujourd'hui, il continue de travailler discrètement sur son projet multiplateforme Intergalactic Space Empire. Il a guéri de sa violente dépression, il s'est mis à la poterie, il donne des conférences, il semble enfin épanoui et c'est le mieux qu'on puisse lui souhaiter. I feel really like free and liberated to kind of move forward and develop new things and not be so connected to the past, you know, not be so like, oh, you know, what if, coulda, shoulda, you know, you just got to look forward and go forward. I'll tell you right now, you're probably going to make a lot of mistakes. You're going to do some dumb things. You always want to regret all the past decisions you made, but when you get to a certain age, there's this little thing that switches in your head and you go, forget the past. Done. Just forward. Just look forward and enjoy the best life you can going forward. Les 3 volets de la saga Dungeon Siege sont disponibles sur Steam et GOG pour une véritable bouchée de pain. Seul souci, vous ne pouvez pas bénéficier des extensions Legends of Arana pour le premier et Broken Worlds pour le second. De même, trouver une PSP et un exemplaire d'occasion pour profiter du très chouette Throne of Agony, ou passer par un émulateur, c'est aussi une solution. Aujourd'hui, la saga Dungeon Siege est une légende oubliée et sa communauté de fans s'est peu à peu diluée, la sortie de Diablo 3 et l'évolution du Diablo-like ayant balayé pas mal de ses licences d'antan. C'est pourquoi je voulais lui rendre hommage et vous raconter son histoire passionnante. Niveau actualité, vous vous en
douter, c'est assez calme. Mis à part que Square Enix, actuel propriétaire de la licence, a inclus Dungeon Siege au Metaverse Sandbox. Je vais être honnête, j'ai rien bité à ce que c'est, pourquoi, comment ça marche, où va le monde, à qui croit à ce genre de truc à la con, et pour tout vous avouer, ça m'intéresse pas plus que ça. À moins qu'on puisse faire un RP Jason Statham en mode King Rising, là je dis oui. Toujours est-il que je vous remercie chaleureusement d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que les sujets aussi niches vous intéressent, en tout cas je les prends autant au sérieux que les grosses licences, parce que je suis persuadé qu'elles disent autant sinon plus sur l'industrie du jeu vidéo. Et puis ça me permet d'aller creuser les sujets, c'est super satisfaisant pour moi aussi. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir dans ce travail de recherche et de réalisation de vidéos, je ne peux que vous recommander d'aller jeter un œil à ma page Patreon. XP est un format qui me demande beaucoup de temps d'écriture, de recherche et de montage que je fais avec passion en plus de mon activité professionnelle. Toute aide me permet de m'investir plus encore dans la réalisation des vidéos et de vous fournir la meilleure qualité possible. Je vous enjoins également à partager l'épisode, à le liker et à vous abonner et à dire en commentaire votre lien avec la saga de Dungeon Siege. Je serai très heureux de vous y lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.